3. La colère de Lou Larsen s'apaisa aussi soudainement qu'elle s'était déclarée. Il ralluma un cigare et promena son regard autour de lui. Ce regard tomba sur le coq qui, de la porte de la cuisine, continuait à m'observer. « Et toi, le cuistot » commença-t-il avec une douceur apparente, qui avait l'aménité tranchante de l'acier. « Voilà, capitaine, répondit l'autre avec servilité. « À votre service, capitaine. » C'est mauvais pour la santé de tendre le cou comme ça. Je viens de perdre mon second et je voudrais bien au moins garder mon cuisinier. Il faut prendre soin de toi, en prendre grand soin, compris ? Oui, capitaine. Et le coq rentrant dans la cuisine, il disparut instantanément, comme un diable dans sa boîte. Indifférente à cette algarade qui visait simplement le cuisinier, l'équipage, un instant alerté par la mort du second, s'était remis à vaquer à des besognes diverses. Seul un petit groupe d'hommes qui se tenaient à l'arrière, près d'un capot, continuait à converser à mi-voix. Ces hommes, en juger par leur allure dégagée, n'étaient évidemment pas des matelots. C'étaient, comme je le sus par la suite, des chasseurs de phoques. « Johansen !» hurla Lou Larsen. Docilement, un matelot s'avança. « Va chercher ta pommelle et ton aiguille. » Pommelle, gants de cuir dont se servent pour pousser l'aiguille, les selliers et les voiliers. « Va chercher ta pommelle et ton aiguille, et couds-moi ce bougre-là, » il désignait le mort, dans un bout de toile. « Tu trouveras ce qu'il faut dans les rebuts de la soute aux voiles. Débrouille-toi. » Bien, bien, capitaine, répondit l'homme. Et qu'est-ce qu'il faudra lui mettre aux pieds ? T'occupe pas de ça, cuistot. Thomas Mugridge entendit dans sa cuisine la voix de Stentor et montra son nez. Tu vas remplir un sac de charbon que tu apporteras ici. Puis Lou Larsen demanda aux chasseurs de phoques toujours groupés. Y en a-t-il un parmi vous qui possède une Bible ou un livre de prière ? Tous secouèrent la tête. L'un d'eux lança une plaisanterie que je n'entendis pas, mais tous s'esclaffèrent. Lou Larsen posa la même question à plusieurs matelots. Mes bibles et livres de prière étaient des articles rares à bord de la goélette. Un des matelots offrit d'aller voir au poste de l'équipage s'il ne trouverait rien. Mais il revint 2 minutes après, les mains vides. Lou Larsen haussa les épaules. Dans ce cas, dit-il, nous allons sans autre discours le passer par-dessus bord. À moins que le type qu'on a repêché, qui a une tête de pasteur, ne connaisse l'office des morts en mer. Ce disant, il s'était retourné vers moi et me faisait face. Vous êtes pasteur, n'est-ce pas ? Les regards des 6 chasseurs de phoques convergèrent vers moi. J'avais conscience de ressembler, dans mon accoutrement improvisé, à un guignol. J'étais, je le savais, parfaitement ridicule. Un grand rire s'éleva parmi les 6 hommes, un rire grossier et malséant, réaction naturelle de la part de gens grossiers eux-mêmes, chez qui toute sensibilité était depuis longtemps émoussée. La présence du cadavre étendu sur le dos, avec ses traits contractés, ne les gênait nullement. Lou Larsen, lui, ne riait pas, mais une petite lueur amusée dansait dans le gris d'acier de ses prunelles. Comme il s'était rapproché de moi, je pus l'examiner de plus près. Sa figure carrée, aux traits fortement marqués, présentait de prime abord, comme le reste du corps, un aspect massif et brutal. Mais on sentait, derrière cette force presque bestiale, la souplesse de l'esprit et, à travers ce masque dur, une vive intelligence qui se dissimulait. Là encore, à la réflexion, l'impression première se modifiait. Le front haut, qui se bombait au-dessus des yeux, indiquait une incomparable virilité. Les yeux, sous ce front, étaient grands et beaux, très écartés et ombragés par d'épais sourcils noirs. Comme ces soies chatoyantes qui changent de couleur à la lumière du soleil, 1000 nuances s'y jouaient, 1000 reflets divers qui allaient du gris clair au gris foncé et du vert de mer au bleu du ciel. Et ces yeux étonnamment changeants traduisaient les 1000 aspects d'une âme également susceptible de méditer avec tristesse
sous un ciel de plomb, de s'allumer d'éclairs de feu comme une épée tourbillonnante, de se glacer comme un paysage de l'Arctique, ou de fasciner, sous leur flamme amoureuse, la femme convoitée, jusqu'à ce qu'elle se livre, heureuse et vaincue. Mais je reviens à mon sujet. Je répondis à Lou Larsen que je n'étais pas pasteur et que je ne pouvais malheureusement rien pour le service funéraire en question. Il me demanda alors d'une voix sèche : « Comment gagnez-vous votre vie ?» C'était la première fois qu'une pareille question m'était posée. Prise au dépourvu, je répliquai assez sottement, je l'avoue, je suis un gentleman. Je vis la lèvre de Lou Larsen se retrousser dans un ricanement méprisant. « Mais j'ai toujours travaillé, je travaille encore », m'écriai-je avec impétuosité, comme si j'avais été en présence d'un juge devant qui j'aurais eu à me disculper. Je me rendis compte en même temps que c'était stupide de vouloir discuter avec lui. « Travailler pour gagner votre vie, je pense », reprit la voix sévère et impérative qui me faisait trembler comme un enfant terrorisé par son professeur. Il y eut un silence. « Sinon, qui vous nourrit ?»« Je possède des revenus suffisants, répondis-je avec assurance. » À peine eus-je parlé que je me mordis la langue en voyant les sourcils de mon interlocuteur se froncer. « Je vous demande pardon, capitaine, repris-je, mais cette question n'a rien à voir pour l'instant avec ce que j'ai à vous dire. » Lou Larsen fit semblant de ne pas avoir entendu. « Et qui vous les a gagnés, ces revenus ?» continua-t-il. « C'est votre père, sans doute. Ce sont les jambes d'un mort qui vous supportent, et vous ne possédez rien qui vous appartienne en propre. Livré à vous-même, entre deux couchers de soleil, vous seriez incapable de gagner de quoi bouffer pour la journée. Montrez-moi votre main. » Il répondit à une irrésistible poussée de la force qui sommeillait en lui. Car avant même que je me sois rendu compte de ce qui se passait, il avait foncé sur moi, m'avait saisi la main et la soulevait pour l'examiner. Je tentai de la dégager. Mais sans effort, il resserra ses doigts si puissamment que je crus qu'il allait écraser les miens. En pareille occurrence, sauvegarder sa dignité n'est pas aisé. Je ne pouvais que me tortiller et me débattre. Je pouvais encore moins engager la lutte avec un tel être qui, d'une simple torsion, était susceptible de me briser le bras. La seule chose que j'avais à faire était évidemment de me tenir tranquille et d'accepter cet affront. Je remarquai que les poches du mort avaient été vidées de leur contenu sur le pont. Le cadavre disparaissait peu à peu, avec son ricanement diabolique, dans une enveloppe de toile à voile que tendait et cousait sur lui Johansen avec du gros filbi. Lou Larsen me lâcha la main avec un geste de dédain. « D'autres avant vous ont travaillé pour vous, ça se voit. Vous êtes tout juste bon à laver la vaisselle et à aider un marmiton. » J'avais repris mon aplomb et c'est d'une voix ferme que je déclarai : « Je désire être mise à terre. Capitaine, je vous paierai votre dérangement et votre temps perdu au prix que vous fixerez vous-même. » Lou Larsen me regarda curieusement. Ses yeux qui brillaient disaient clairement qu'il se moquait de moi. « J'ai une contre-proposition à vous faire, et ça pour le bien de votre âme. Mon second est mort et, comme il faut le remplacer, il y aura à bord une promotion générale. Un matelot de première classe prendra la place du second, mon mousse prendra celle du matelot, vous prendrez celle du mousse. Il vous suffira de signer un contrat d'engagement pour la durée de la croisière. C'est $20 par mois et nourri. Eh bien, qu'en dites-vous ? Et je vous fais cette offre, je le répète, pour le bien de votre âme. Vous allez devenir quelqu'un. Vous apprendrez à vous tenir et à marcher sur vos propres jambes, tout au moins à y trottiner. » Je haussai les épaules à ces paroles, car j'avais aperçu un bateau au large. Il faisait voile dans notre direction et grandissait à vue d'œil. Bien que sa coque fût plus petite, il était comme le fantôme gréé en goélette. Il était charmant à voir, bondissant et volant sur les vagues, et certainement il nous croiserait de très près. Le vent avait fraîchi et le soleil, de nouveau caché par la brume, avait peu à peu disparu. La mer s'était ternie, elle aussi. Elle prenait des tons plombés, grossissait de plus en plus,
et lançait vers le ciel les crêtes blanches de ses écumes. Notre allure s'était accélérée, et nous donnions davantage de la bande. Sous une rafale plus forte, une grosse vague passa par-dessus la lisse, le pont fut submergé et balayé par l'eau, et le groupe des chasseurs de phoques eut les pieds inondés. « Ce bateau vient sur nous, dis-je à Lou Larsen. Il passera bientôt à portée de voix. Il se dirige sans doute vers San Francisco. » « C'est très probable, en effet, répondit Lou Larsen, tout en détournant légèrement la tête. Puis il se prit à beugler. « Cuistot! Hé, Cuistot !» Le coq surgit aussitôt de la cuisine. « Où est le mousse ? Va lui dire que je veux le voir. »« Oui, capitaine. » Et Thomas Mugridge, ayant rapidement couru vers l'arrière, disparut par une autre écoutille, près de la roue du gouvernail. Il en émergea quelques instants après, suivi d'un jeune gars trapu qui pouvait compter dans les 18 ou 19 ans et avait l'air d'une gouape. « Le voici, capitaine, dit le coq. Lou Larsen, sans lui répondre, vira brusquement vers le mousse et prononça. « Dis donc, mousse, rappelle-moi ton nom. »« George Litch, capitaine, répondit le garçon d'un air maussade. Il était visible à sa mine que le cuisinier l'avait averti de ce qu'on lui voulait. « Ça n'est pas un nom irlandais, ça. Avec la gueule que tu as, tu devrais t'appeler O'Toole ou McCarthy, à moins que ta mère n'ait fauté avec un Irlandais, ce qui me paraît beaucoup plus vraisemblable. » Je vis les poings du garçon se serrer sous l'insulte et le sang écarlate monter à son cou. « Peu importe d'ailleurs, reprit sèchement Lou Larsen. Tu as peut-être d'excellentes raisons de cacher ton vrai nom. Je ne t'en voudrais pas pourvu que tu files droit. Compris ? Et qui t'a fait signer ton engagement ? Macready et Swanson. »« Capitaine !» tonna Lou Larsen. « Macready et Swanson, capitaine !» rectifia le garçon, ses yeux brillant d'une lueur plus irritée. « Et qui a touché les avances ? Ce sont eux, capitaine. Je suis renseigné. Et toi, tu as été bien content de les leur abandonner. Il fallait que tu disparaisses au plus vite de la circulation, à cause de plusieurs gars que tu savais lancer à tes trousses. » Le jeune garçon se transforma soudain en bête sauvage. Son corps se ramassa comme pour bondir tandis qu'il grognait. « Vous êtes un... » « Un quoi ?» demanda Lou Larsen avec une douceur insinuante dans la voix, comme s'il avait été prodigieusement curieux de connaître le mot qui était resté en suspens. L'autre parut hésiter, puis parvint à se dominer. « Rien, capitaine, je retire ce que j'ai dit. »« À la bonne heure. Tu vois, j'ai deviné juste sur ton compte. Quel âge as-tu ? » ?»« Je viens d'avoir 16 ans, capitaine. »« Tu mens ? Il y a belle lurette que tu as passé 18. Fort pour ton âge, je reconnais, et des muscles comme un cheval. Bon, ramasse tes hardes et file au poste d'avant. Te voilà désormais promu à la manœuvre et aux soins des canots. Ça colle, hein ? Sans attendre l'assentiment du jeune garçon, Lou Larsen se tourna vers le matelot qui venait d'achever sa tâche funèbre. La toile qui contenait le cadavre était entièrement cousue. « Johansen, que sais-tu en matière de navigation ? » ?»« Rien du tout, capitaine. »« Aucune importance. Je te nomme second. Prends ton sac et porte-le près de ma cabine, sous la couchette du second. »« Bien, bien, capitaine, répondit joyeusement Johansen. Durant ce colloque, l'ex-mousse n'avait pas bougé. « Qu'est-ce que tu attends, toi ?» interrogea Lou Larsen. « C'est que, capitaine, je me suis engagé comme mousse et pas pour m'occuper des canots, ça ne me dit rien de changer. Ramasse tes frusques et au poste d'équipage. » L'ordre, cette fois, ne souffrait pas de réplique. Le jeune garçon regarda Lou Larsen d'un œil mauvais et ne bougea pas. L'effroyable force de Lou se manifesta encore une fois. Ce fut l'affaire de 2 secondes. D'un bond, il franchit la distance qui le séparait de son interlocuteur et lui colla son poing dans l'estomac. Au même moment, et comme si j'avais moi-même reçu le coup, je ressentis au thorax une vive douleur. Je cite le fait pour montrer à quel point, à cette époque, mon système nerveux était à vif et peu habitué au spectacle de la brutalité. Le jeune garçon, qui pesait au moins 75 kilos, se tordit. Son corps se replia sur le poing sans réaction aucune, comme un chiffon mouillé au bout d'un bâton. Projeté en l'air, il décrivit une courte trajectoire et alla s'étendre tout son long sur le cadavre du second, où il se tortilla de douleur. « Alors, largua Lou Larsen, es-tu décidé à obéir ?
Mais durant ce temps, je n'avais pas cessé d'observer la goélette, qui n'était plus maintenant qu'à 200 mètres de nous environ. C'était un petit navire, coquet et bien tenu. Je pouvais discerner sur une de ses voiles un grand numéro peint en noir. « Quel est ce bateau » demandai-je. « C'est le bateau pilote Lady Mine, grommela Lou Larsen. Il regagne San Francisco. Si ce vent tient, il y sera dans 5 ou 6 heures. Je vous prie de lui faire les signaux d'usage pour qu'il vienne me prendre et me reconduire à terre. Désolé, mais j'ai perdu mon livre de signaux. Je l'ai laissé tomber à la mer. Cette plaisanterie fit ricaner le groupe des chasseurs de phoques. Je réfléchis un instant tout en regardant Lou Larsen en plein dans les yeux. J'avais assisté au traitement terrible subi par le mousse et je n'ignorais pas que je risquais d'en recevoir un tout pareil, sinon pire. Malgré cette appréhension, je me décidai à accomplir l'acte considéré par moi comme le plus courageux de ma vie. Je courus jusqu'à la lisse et j'y agitai les bras en hurlant de toutes mes forces. « Ohé, le Lady Mine, ramenez-moi à terre! 1000 $ pour vous si vous me ramenez à terre. » Puis j'attendis, regardant anxieusement 2 hommes qui se tenaient ensemble près de la barre. L'un gouvernait. L'autre prit un porte-voix et le leva vers ses lèvres. Je ne bronchais pas. Pourtant, à tout moment, je m'attendais à recevoir dans le dos le heurt mortel des poings de la brute qui était derrière moi. Enfin, n'y pouvant plus tenir, je me retournai. Lou Larsen n'avait pas bougé. Toujours à la même place, il suivait du corps nonchalamment le mouvement du bateau, tout en allumant un nouveau cigare. « Qu'est-ce qu'il y a » lança le porte-voix. Je criai. « Ma vie est en danger. 1000 $ pour vous si vous me ramenez à terre. »« Mon équipage a bu trop de whisky à Frisco, » hurla Lou Larsen à son tour. « Ça n'a rien valu à sa santé. Le type qui est là, et il me désignait du pouce, à la berlue. Il s'imagine voir partout des serpents de mer et une armée de singes. »« Compris, » répondit le porte-voix avec un gros rire. « Il peut toujours aller se faire voir. » Lou Larsen et l'homme du Lady Mine agitèrent leurs bras en guise d'adieu, et le bateau pilote fila à toute vitesse. Penché sur la lisse, je regardais avec désespoir la pimpante petite goélette augmenter la morne étendue de mer qui était entre nous. Je songeais que dans 5 ou 6 heures, elle serait, elle, à San Francisco. Je sentais ma tête prête à éclater. J'étouffais comme si mon cœur était remonté dans ma gorge et l'obstruait. Une lame puissante qui vint frapper le flanc du navire m'envoya sur les lèvres son écume amère. Le fantôme donna de la bande et embarqua une énorme quantité d'eau qui se précipita sur le pont. Lorsque j'eus repris mon aplomb, je vis le mousse qui se relevait péniblement. Il était mal en point, d'une pâleur cadavérique, et sa bouche se crispait sous une souffrance contenue. « Eh bien, Leach, dit Lou Larsen, ça te dit d'aller au poste d'avant ?»« Oui, capitaine, répondit le garçon, complètement dompté. « Et vous ?» me demanda-t-il. Je commençai. « Je suis prêt à vous donner 1000 $. » Il m'interrompit. « Ça suffit. Êtes-vous décidé à prendre votre service de mousse, ou est-ce que je dois vous dresser ?» Que pouvais-je faire? Être brutalement frappé? Tué peut-être? Ce n'est pas ce qui arrangerait les choses. Une fois encore, je fixai les yeux cruels que j'avais devant moi. Ils auraient pu être de véritables granites, pour le peu de chaleur qu'il y avait en eux. Ils étaient mornes, froids et gris, comme la mer qui nous entourait. « Eh bien, oui, c'est entendu. Dites oui, capitaine. » Je rectifiai. « Oui, capitaine. Quel est votre nom ?»« Van Weyden, capitaine. »« Votre prénom ?»« Humphrey, capitaine. Humphrey Van Weyden. »« Votre âge ?»« 35 ans, capitaine. »« Bon, allez dire au coq de vous mettre au courant de vos fonctions. » Et voilà comment je tombais dans la servitude de Lou Larsen. Il était le plus fort, un point c'est tout. Ce qui se passait me semblait irréel. Et aujourd'hui encore, ces événements m'apparaissent comme un horrible cauchemar, inconcevable et monstrueux. Je m'apprêtais à m'éloigner. « Attendez, ne partez pas encore, » déclara Larsen. Docilement, je m'arrêtai. « Johansen, appelle l'équipage. Maintenant que tout est réglé, nous allons procéder aux funérailles du mort et en débarrasser le pont qui l'encombre. » 2 matelots, sur l'ordre de Lou Larsen, prirent le cadavre,
solidement cousu dans sa toile, et le portèrent jusqu'à la porte qui s'ouvrait dans un des pavois. Ils le placèrent devant, les pieds tournés vers la mer, et on attacha aux chevilles le sac de charbon qu'avait été chercher le cuisinier. Un service funèbre sur mer devait être dans mon imagination empreint d'une majestueuse et effrayante solennité. Ma déception fut complète. Tous les matelots s'étaient réunis à l'arrière en faisant grand bruit. Ceux qui dormaient à l'intérieur du bateau et que Johansen avait été réveillés dans leur couchette bâillaient et se frottaient les yeux. Ils jetaient à la dérobée vers Lou Larsen des regards empreints de plus de crainte que d'affection. Dans le groupe des chasseurs de phoques, un petit homme aux yeux noirs, que ses compagnons appelaient Smoke, racontait des blagues avec accompagnement de jurons et d'obscénités. Tout le groupe riait à se tenir les côtes, et ses rires sonnaient à mon oreille, pareils à un cœur de loup ou à l'aboi des chiens de l'enfer. Lou Larsen alla vers le mort, et toutes les têtes se découvrirent. Il y avait là en tout 20 personnes. 22 en me comptant et en comptant l'homme de bar qui était resté à son poste. Ma curiosité était vive, on le conçoit, d'examiner ces 21 personnages, au sort de qui le mien était lié, et qui composaient le petit monde en miniature, flottant sur les eaux, en compagnie de qui je devrais vivre durant un nombre indéterminé de semaines ou de mois. Les matelots, pour la plupart anglais ou scandinaves, avaient des visages lourds et stupides. Les traits des chasseurs de phoques étaient moins uniformes, plus énergiques, et portaient les marques de leurs nombreuses débauches. Chose étrange, l'expression du visage de Lou Larsen était exempte de ces tares. Malgré sa dureté, rien de mauvais ne s'y lisait. Une indubitable franchise et une dignité sévère s'y trahissaient même. Si des rides profondes creusaient cette figure énigmatique, le menton du moins était soigneusement rasé. C'est à peine si je pouvais croire que j'avais devant moi le même homme qui venait de se comporter avec une telle brutalité envers Litch. Comme Lou Larsen allait entamer un petit discours, un nouveau grain s'abattit sur la goélette, la couchant presque sur les flots. Le vent se mit à entonner dans la mâture un chant sauvage. Les chasseurs de phoques, inquiets, levèrent les yeux. La lisse devant laquelle gisait le cadavre disparut entièrement sous un paquet de mer, et tout le monde sur le pont eut de l'eau jusqu'aux genoux. En même temps, une violente averse s'abattit sur nous. Chaque goutte nous cinglait comme un grêlon. Puis le grain s'apaisa un peu, et Lou Larsen se mit à parler devant les têtes nues, ballottées selon les oscillations du navire. Je n'entendis distinctement, au milieu du vacarme ambiant de la mer et du vent, que la péroraison, où il était dit « et le corps sera jeté à la mer ». « Eh bien, jetez-le », conclut Lou Larsen. Puis il se tut. Les 2 matelots qui étaient à portée de la lisse ne comprirent sans doute pas que la cérémonie était terminée et ne bougèrent pas. « Ouvrez donc, nom de Dieu !» cria furieux Lou Larsen. « Qu'est-ce que vous attendez ?» Les 2 matelots obéirent précipitamment, et tel un chien qu'on jette à l'eau, le cadavre fila vers la mer, où il disparut en un instant, entraîné par le sac de charbon. « Johansen, commanda Lou Larsen, fais amener la grande flèche, le petit phoque et le clin phoque, et en vitesse. La bourrasque va redoubler, et pendant que tu y seras, tu feras bien de prendre 1 ou 2 riz dans les grandes voiles. » Ce fut alors sur le pont un remue-ménage général. Johansen, tout fier de ses nouvelles fonctions, beuglait ses ordres, et les matelots tiraient les cordages, grimpaient dans les mâts. Il y avait là, pour moi, terrien, une étonnante confusion, alors qu'en réalité, tous ces mouvements étaient admirablement réglés. Ce qui me suffoquait par-dessus tout, c'était l'indifférence totale pour le mort qui venait d'être expédié dans le néant. Ce n'était déjà plus qu'un épisode du passé, un incident négligeable, qui n'entravait en rien ni la manœuvre ni la marche du bateau. Personne, sauf moi, n'avait été sérieusement ému. Les matelots se démenaient, tandis qu'en écoutant une bonne plaisanterie de Smoke, les chasseurs de phoques s'esclaffaient de nouveau.
Lou Larsen observait le ciel chargé de nuages et le vent. Cependant que le mort, immergé après ce simulacre de cérémonie, descendait plus bas, toujours plus bas. Je fus épouvantée de toute cette cruauté ambiante, inexorable, de la mer et des hommes. L'être humain n'était plus au milieu d'elle qu'une fermentation des nuées d'âme, de la vase et du limon. Je restais cramponnée à la lisse contre un cordage, et par-dessus l'étendue désolée des vagues écumantes, je cherchais au loin du regard les bancs de brume qui, tout à l'heure encore, me cachaient San Francisco et les côtes de Californie. Je les avais perdus de vue. Entre eux et moi s'abattaient d'incessantes averses, et l'étrange navire, avec les hommes redoutables qui le montaient, poussé par la mer et le vent, bondissant et rebondissant, fuyait à toute allure vers le sud-ouest, à travers les vastes solitudes du Pacifique.